L'histoire commence en nous parlant des super-héros, des êtres de fiction avec des pouvoirs que tout le monde aime. Par conséquent, les films mettant en scène ces personnages rapportent environ 350000000000000.0.01 par an. De plus, leurs bandes dessinées se sont vendues à plus de 85 millions d'exemplaires et les parcs à thème qui s'en inspirent ont déjà accueilli plus de 515 millions de personnes. Il s'avère que toutes ces choses incroyables ne sont rien de plus que de la pure fiction. Elles sont complètement fausses. À ce moment-là, nous voyons une famille heureuse avec le fils demandant à son père de l'emmener voir son héros. Soudain, en marchant, les deux lèvent les yeux vers le ciel et voient une étrange silhouette flotter. Le petit garçon est alors super excité et crie que c'est un vrai super-héros. Son père est curieux et se demande quel être a rendu son fils si heureux. Les gens autour remarquent également la silhouette mais pensent que c'est juste un enregistrement de film. Mais un gars dans la foule rit et dit que les gens normaux ne comprennent rien. Il crie alors avec un sourire aux lèvres que cet homme flottant est un vrai surhumain. Un photographe commente les rumeurs sur l'existence de héros et se prépare à prendre la première photo. Il demande ensuite au surhumain de prendre une pose différente pour son appareil photo. L'être mystérieux demande si une pose comme celle-là serait bonne et quelque chose de terrible arrive au photographe. Avec cela, une fille qui était à proximité est recouverte d'un liquide rouge et entre en état de choc. Ses yeux s'écarquillent d'horreur lorsqu'il réalise la situation horrible dans laquelle il se trouve. Tout le monde autour commence à hurler de terreur quand il voit que le soi-disant héros était un meurtrier. La foule panique et commence à courir désespérément loin de cet endroit. Au milieu du chaos, les gens se poussent et crient les uns sur les autres pour se frayer un chemin. Alors que la foule crie à l'aide, le méchant sourit et parle aux enfants d'une manière sinistre. La terreur sur le visage d'un homme est évidente alors qu'il hurle désespérément encore et encore. Bientôt, le bruit s'arrête et la foule se calme un peu. Encore très effrayé par la situation, le surhumain fait alors un signe de silence et demande à tout le monde d'écouter un son. Puis, avec un sourire effrayant et des yeux rouges, il révèle ses véritables intentions. Dans le ciel, tout le monde voit plusieurs boules de feu tomber à grande vitesse vers la ville. À ce moment-là, toute l'humanité observait le début de sa fin inévitable. Ainsi, avec l'émergence d'un véritable surhumain, le monde est confronté à une crise apocalyptique. La personne responsable de tout cela sourit en pensant que la destruction massive est une chose vraiment cool. Le deuxième jour, l'ouest des États-Unis est complètement détruit par celui-ci. Le lendemain, c'est au tour du Groenland d'être complètement rayé de la carte. Le quatrième jour, le nord de la France est réduit en cendres, avec 57% du monde anéanti en seulement 5 jours. Cet être unique a réussi à provoquer toute cette destruction mondiale. En réponse à cela, les gouvernements du monde entier ont formé les forces alliées mondiales avec lesquelles ils ont rapidement approuvé une contre-attaque contre le seul surhumain. Pendant ce temps, la cause de tout le chaos se détendait paisiblement sur une plage paradisiaque. L'homme allongé sur une chaise de plage semblait n'avoir aucun souci au monde. Il était tellement détendu qu'il a même un peu bavé en faisant une bonne sieste. Le choix des forces alliées était simple et clair comme on le voit dans le reflet de leurs lunettes. La solution trouvée était une bombe à hydrogène de 100 mégatonnes larguée juste au-dessus de lui. Avec cela, une gigantesque explosion illumine le ciel d'une lumière extrêmement intense. Depuis l'espace, un satellite observe la destruction massive qui a envahi cette région. Avec l'explosion, 3 pays voisins ont complètement disparu de la carte ce jour-là. Mais le surhumain qui a pris la bombe de plein fouet n'a même pas eu une égratignure. Pendant ce temps, à la Maison Blanche, la situation était d'une pure tension et d'un désespoir total. Les dernières nouvelles montrent que le méchant est apparu et a révélé son nom, Friday. Le président des États-Unis est choqué que même les sous-marins nucléaires n'aient pas fonctionné. Le dirigeant nommé James Logan se demande quelle est la véritable identité de cet être. À ce moment-là, un de ses hommes entre dans la pièce et annonce que Friday est dans la capitale. Le président est surpris et l'homme dit que le méchant l'attend. Sans hésiter, James Logan ordonne à tout le monde d'aller à la capitale tout de suite. Là, il se prépare pour la réunion entouré de soldats lourdement armés. Un de ses gardes lui offre un gilet mais il refuse en disant que cela ne servirait à rien. Il ajuste ensuite sa cravate car il doit montrer de la confiance au monde entier. James se dirige ensuite vers le bâtiment car il représente maintenant toute l'humanité. À son arrivée, il se présente à Friday et les deux se serrent formellement la main. Le méchant sourit alors et dit qu'il était tellement anxieux qu'il n'arrivait même pas à dormir correctement. Les yeux brillants, le président ignore la provocation et demande ce qu'il veut. Friday répète la question avec un sourire maléfique aux lèvres montrant sa satisfaction. Il répond alors qu'il veut sa mort et attaque le président sans aucune pitié. Friday dit qu'il meurt d'envie de voir comment les humains vont réagir à la mort de leur dirigeant. En voyant la scène, les soldats crient le nom du président et commencent à tirer sur le méchant. Cependant, les balles ne causent aucun dommage au surhumain. Elles ricochent simplement. D'un mouvement rapide, il jette le corps du président au loin avec ses griffes. Le dirigeant tombe au sol sans vie tandis qu'un de ses hommes court désespérément vers lui. Même s'il a été touché de tous les côtés, les balles n'ont même pas égratigné son corps. Friday se tourne ensuite vers les caméras qui diffusent tout en direct dans le monde entier. Il demande ensuite s'il est le seul méchant et dit que personne ne comprend ses motivations. Avec cela,
il commence à raconter une triste histoire sur la façon dont il avait l'habitude de fouiller dans les poubelles pour manger. Sa mère est tombée malade et est décédée parce qu'il n'avait pas d'argent pour les soins hospitaliers. Son père est devenu accro à l'alcool et a été abattu par la police alors qu'il volait de l'alcool. Le surhumain dit qu'il était très malheureux et que le monde ne s'est jamais soucié de lui. Puis il demande sarcastiquement si l'histoire n'est pas assez touchante et avec un sourire fou sur son visage, il révèle que tout ce qu'il vient de dire est un mensonge. La nouvelle de la folie de Friday et de la mort du président se répand dans le monde entier. Cette diffusion en direct a suffi à plonger le monde entier dans un chaos complet et, avec la panique généralisée, les gens ont commencé à perdre espoir en l'humanité. L'étincelle d'espoir qui restait s'éteignait lentement pour tout le monde. Mais même avec tout le désespoir, une petite étincelle d'espoir existait encore quelque part. Au milieu d'une forêt enneigée, nous voyons de la fumée sortir d'une petite cheminée. À l'intérieur de la cheminée, quelque chose ou quelqu'un regardait tout de loin. En regardant à travers, on ne voit qu'un tunnel sombre et profond. À travers une lunette, on peut voir les mouvements de plusieurs personnes. Nous avons ensuite découvert une base de missiles souterraine secrète en Suisse. Un scientifique rapporte que le projet lance de Neptune sera prêt la semaine prochaine. Le commandant du site dit que le moment de la bataille finale est enfin arrivé. Yakin dit qu'ils vont montrer à Friday que l'humanité n'abandonne pas facilement. À ce moment, le toit de la base s'effondre dans une explosion assourdissante. Le commandant est complètement choqué et n'arrive pas à croire ce qui se passe. Friday apparaît et tout le monde se demande comment il a trouvé la base à 250 mètres sous terre. Les gens paniquent et crient à tout le monde de courir désespérément. Le méchant regarde ensuite le missile et demande s'il faisait quelque chose d'intéressant. Le docteur va voir le commandant et dit que maintenant tout est fini pour eux. Avec une expression sérieuse sur son visage, le leader semble accepter son sort. Les soldats de la base, bien que terrifiés, se préparent à combattre l'envahisseur. Les mains tremblantes, ils pointent leurs armes sur le surhumain. Le commandant appelle ensuite le docteur Jusongen et lui ordonne d'évacuer avec les civils. Il transmet le commandement au docteur en disant qu'il est désormais le nouveau chef. Le scientifique est confus et ne comprend pas ce que Yakin veut dire par là. Yakin insiste sur le fait qu'il doit survivre et rallier les gens avec conviction pour l'avenir. Le commandant continue en disant que le docteur doit rassembler ceux qui veulent protéger l'humanité et leurs familles. Yakin termine ensuite en disant de montrer au monde que l'humanité ne perdra jamais face aux méchants. Le scientifique ému dit au revoir, en disant que c'était un honneur de servir sous son commandement. Sur ce, le docteur commence à courir tandis que Yakin se tourne pour faire face à son destin. Friday fait semblant d'essuyer une larme et se moque du commandant pour être si gentil. Malgré la peur, les soldats restent fermes et continuent de pointer sur l'ennemi. Le leader s'adresse ensuite à ses troupes et dit que c'était un honneur de les avoir tous dirigés. Il poursuit son discours et dit que même si personne ne se souvient de leur nom, il se souviendra de chacun d'eux tout en tenant un détonateur dans sa main. Soldats préparés à donner leur vie lors de la dernière bataille pour l'humanité. Tout le monde pointe ses armes, prêt pour le combat final contre le surhumain. Friday sourit juste de côté, trouvant toute la situation très amusante. La scène se déplace ensuite vers une forêt enneigée où un homme tire avec un fusil. Il réussit à frapper un cerf qui passait à ce moment précis. Le garçon laisse alors échapper un soupir de soulagement dans l'air froid de la montagne. Satisfait, il dit qu'il a finalement réussi à attraper sa proie pour le dîner à la périphérie de Séoul. Cela fait plus de 5 ans depuis l'incident de Friday. L'animal gît maintenant sans vie dans la neige après avoir été abattu. Le chasseur prend une profonde inspiration, semblant soulagé d'avoir assuré son repas pour la journée. Ce jeune homme s'appelle Baekda HW et il a 27 ans. La scène avance de 5 ans et nous sommes à Séoul, en Corée du Sud, où tout est en ruine. Marchant dans la neige, le garçon marche sur une vieille affiche avec le visage du méchant Friday dessus. Portant le gibier sur son dos, il arrive finalement à la porte de sa maison au milieu du blizzard. En entrant par la porte, le chasseur annonce qu'il est de retour tout en transportant son équipement et sa proie. Cependant, le jeune homme a une expression confuse quand il voit quelque chose d'inattendu à l'intérieur de sa maison. Assis par terre, il y a 2 petits garçons et Dahua se demande ce qu'ils font là. Soudain, un garçon blond le regarde avec de grands yeux de surprise. Le petit garçon pointe ensuite la chasse et dit avec enthousiasme qu'il savait que Dahua serait capable d'attraper le cerf. En récompense, le garçon blond dit que les 2 bonbons en forme d'ours sont maintenant à lui, mais le garçon nommé Bang Joon-sik a déjà pris les bonbons et le garçon blond crie pour qu'il les rende. Ensuite, une chasse commence et le blond menace Joon-sik alors qu'il court autour d'un autre enfant. Pendant ce temps, un 3e enfant qui dessinait regarde juste la confusion des 2 autres. Le chaos continue avec les 3 qui courent dans la pièce et se crient dessus pour des bonbons. Voyant tout ce désordre, le chasseur a l'air épuisé et crie avec colère le nom de Bang Joon-sik. Au milieu de Séoul détruite, cette maison est le seul endroit bruyant et aussi leur cachette. Avec cela, il commence à avoir un flashback du moment où il a rencontré ses petits pour la première fois. Le souvenir le ramène 4 ans en arrière alors qu'il marchait en pensant à ce qu'il allait manger. Il décide alors qu'il veut une nouille spécifique mais entend quelqu'un crier pour qu'une porte soit ouverte. À la porte d'un dépanneur, 2 hommes menacent d'entrer par effraction si personne ne leur ouvre la porte. Lorsque les gars remarquent le garçon,
l'un d'eux dit qu'ils ne sont pas de mauvaises personnes et demande s'il a les nouilles. Le garçon reste juste en silence à regarder les deux hommes étranges devant lui. Il reconnaît alors l'un d'eux comme un employé du magasin et commente l'atmosphère tendue à ce moment-là. Le blond l'appelle avec un regard furieux et une veine qui ressort sur son front. Sans aucun avertissement, le gars attaque avec un marteau en criant s'il veut se transformer en biscuit avec un mouvement rapide. Dawa esquive de justesse le coup qui allait frapper sa tête. L'attaquant tombe alors au sol en ressentant une douleur soudaine dans son corps sans en comprendre la raison. Il se rend vite compte que notre protagoniste l'a frappé au foie en esquivant le marteau. Le jeune homme se demande comment cela a été possible et Dawa se plaint que l'employé n'est pas amical. À ce stade, l'homme plus âgé l'appelle nouille frite avec une expression très sérieuse. Le grand gars charge ensuite vers l'avant et essaie de porter un coup de poing puissant à notre héros, mais le garçon bloque l'attaque et utilise l'élan de l'ennemi pour le frapper. La technique de Dawa frappe l'homme plus grand de plein fouet avec un impact puissant et dévastateur. Le grand gars sourit et dit qu'il est le premier à lui faire utiliser cette technique sur quelqu'un, mais l'expression de l'homme change pour un choc et une douleur alors qu'il balbutie le nom du mouvement. Dawa trouve ce vieil homme très étrange alors qu'il le porte sur son dos sans rien comprendre. Le blond sur le sol demande alors à Dawa d'emmener le vieil homme avec lui, laissant le garçon confus. Nous voyons ensuite le blond portant le grand gars sur son dos se plaindre de son poids. Après toute cette confusion, notre protagoniste obtient enfin les pattes qu'il voulait. Il sourit en disant qu'il n'en a plus qu'une et le blond en colère lui dit de se taire. Dawa dit alors qu'il va aux toilettes et une voix d'enfant demande si les personnes âgées sont déjà parties. Le garçon s'approche de la porte des toilettes mais elle est verrouillée et il demande s'il y a quelqu'un. À l'intérieur, il trouve 3 enfants et une femme malade qui le menacent de ne pas s'approcher. L'une des filles crie alors sur l'autre garçon en le traitant d'idiot pour avoir pensé qu'il était le tyran. L'un des garçons essaie de calmer la bagarre en disant qu'ils doivent rester ensemble dans des moments comme celui-ci, mais l'autre garçon le blâme en disant que c'était son idée d'aller au magasin et c'est pourquoi ils sont en danger. La petite fille se défend également et nie avoir accepté l'idée d'aller à cet endroit. Voyant la situation, le garçon essaie de négocier avec Dawa pour tout résoudre pacifiquement, mais la petite fille ne veut pas parler et attaque notre héros avec un balai coloré. L'autre garçon se joint également au combat et essaie de frapper Dawa avec le manche d'une raclette. Bang Jinsik dit que le moment est enfin venu de montrer son talent au baseball. Avec un cri, il balance alors le club de toutes ses forces en déclarant que c'est un art. Le problème, c'est que le coup est si mauvais qu'il finit par frapper son ami au lieu du protagoniste. Le garçon qui a été touché tombe au sol en tremblant et maudit Jinsik pour son manque de précision avec la batte. Le petit joueur de baseball est paralysé de choc quand il voit qu'il a blessé son coéquipier. Effrayé par la réaction de l'autre, il court et s'accroche à la jambe de Dawa en demandant de l'aide. Dawa ignore l'agitation et va voir la femme malade, mais les enfants lui crient de ne pas la toucher. Il pose ensuite sa main sur son front pour vérifier sa fièvre alors qu'elle respire bruyamment. Sur ce, le garçon enlève son sac à dos et l'un des garçons demande ce qu'il va faire. Il sort des médicaments de son sac et les tend à la petite fille qui tient toujours le balai. Il explique que c'est un antipyrétique à prendre 2 fois par jour et dit qu'il était juste venu chercher de la nourriture. Il s'excuse pour la frayeur et dit qu'il s'en va tout de suite, laissant la petite fille confuse. Quand le garçon se tourne pour partir, la petite Jonsuk est toujours accrochée à sa jambe. Le protagoniste demande au garçon de le lâcher et le garçon finit par tomber maladroitement par terre. À ce moment-là, l'autre garçon commence à se battre avec Jinsik, l'accusant de l'avoir frappé exprès. La fille dit alors aux autres qu'ils doivent prendre une décision pour survivre. La scène change et on voit notre héros marcher dans la rue pendant que les enfants le suivent en portant la fille. La petite fille dit qu'ils ne le suivent pas, mais qu'ils se trouvent aller dans la même direction. Malgré l'excuse boiteuse, il était évident que les petits le poursuivaient. Les 3 continuent de marcher ensemble à travers la ville en ruine sans destination claire. Avec un sourire sur son visage, le garçon commente qu'il semble bien qu'ils le suivent. Voyant que les petits sont épuisés, il demande s'ils ne veulent pas venir avec lui. La fille est surprise. Et à partir de ce jour, ils vivent tous les 4 ensemble comme une famille dans cette maison. Avec le temps, notre héros s'est rendu compte qu'ils étaient devenus une famille vraiment soudée. La femme qui est malade apparaît et dit que les vêtements du garçon sont très sales. Avec un sourire, elle le félicite en disant qu'il a fait de gros efforts pour la chasse. Le jeune homme dit qu'il a ramené le cerf et la fille dit qu'elle lui a préparé un bain chaud. Il demande alors de manière suggestive s'il doit enlever ses vêtements pour la douche et il ajoute à la question en voulant savoir s'il doit faire ça juste là devant elle. La fille rit et plaisante, lui disant d'enlever juste le haut et lui demande ce qu'il en pense. Le garçon est gêné et dit qu'il n'a pensé à rien en montrant son dos musclé. La fille lui demande ses vêtements à porter mais le garçon dit qu'il n'en a pas besoin parce qu'il peut tout porter. Elle commente alors que son corps s'est beaucoup amélioré et nous voyons à quel point le jeune homme est vraiment fort. Alors qu'elle quitte la pièce, la femme se demande quelle fille chanceuse finira avec lui dans le futur. Le compliment laisse le protagoniste embarrassé et avec les joues complètement rouges de gêne. L'un des garçons l'appelle et lui demande ce qu'est la vie, puis lui demande de lui apprendre à se battre. La scène coupe ensuite à la nuit et on voit les bâtiments en ruine avec une lumière au loin à l'horizon. Dehors, le garçon observe le paysage nocturne avec une expression pensive sur son visage.
La femme s'approche alors de lui par derrière et l'appelle par son nom alors qu'il admire la vue. Elle dit qu'il doit faire froid et lui offre une boisson chaude et il la remercie pour le geste. Les deux regardent le ciel étoilé et la fille commente qu'elle n'a jamais vu autant d'étoiles à Séoul auparavant. Elle avertit ensuite que malgré le fait d'avoir de la nourriture, les provisions pour partir sont presque épuisées. À cause de cela, elle s'inquiète d'aller au marché et demande si c'est dangereux. Le jeune homme la calme en disant qu'il n'y a personne aux alentours car ils n'ont vu aucune empreinte depuis un mois. Il se souvient aussi que l'anniversaire de Jinsik approche et on voit les enfants dormir alors il veut aller en ville pour donner aux garçons quelque chose de délicieux à manger ce jour-là. La femme le regarde avec un regard inquiet alors qu'ils boivent tous les deux du thé chaud sur le toit. Sur ce, elle demande si ce n'est pas trop difficile pour lui de devoir s'occuper de tout seul. Le protagoniste la regarde avec une expression calme et sérieuse avant de finalement répondre. Il révèle alors qu'elle et les enfants sont la première et la seule vraie famille qu'il ait jamais eue. En entendant cela, les yeux de la fille se sont remplis de larmes et elle a été très émue par sa réponse. Pour briser l'ambiance, le garçon dit qu'il fait froid et suggère qu'il rentre se coucher. La fille plaisante alors et demande s'ils sont mari et femme puisqu'ils se considèrent comme une famille. La question prend le jeune homme par surprise et il devient rouge en répétant ce qu'elle a dit. Avec un sourire, elle dit que c'était juste une blague pour voir sa réaction. Il devient tout confus et balbutie en disant qu'il n'a pas aimé la blague, mais se corrige ensuite. La scène se déplace ensuite au jour suivant avec le groupe marchant dans la neige. Les enfants sont émerveillés par la quantité de neige qui ressemble à des nuages. Mais l'un des garçons se plaint en disant qu'il déteste le froid et qu'il veut partir bientôt. Il demande alors précipitamment à Dawa de marcher plus vite pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Avec son souffle sortant à cause du froid, les lunettes du garçon s'embuent. Après avoir marché un peu plus loin, les petits commencent à jouer dans la neige moelleuse. Dawa se joint au plaisir et menace de les transformer tous en bonhommes de neige. La femme se joint également au plaisir et prépare une boule de neige avec un sourire sur son visage. Soudain, le protagoniste est touché par une boule de neige et tombe au sol sans comprendre. La fille roule alors une boule de neige géante et les enfants courent désespérément. Après la bataille de neige, tout le monde se réunit pour construire un énorme bonhomme de neige. Grâce au travail d'équipe, ils parviennent à assembler un bonhomme de neige en 3 parties. Finalement, le groupe arrive à sa destination, un grand marché appelé Marthe. Les petits courent en avant avec enthousiasme en criant ce qu'ils vont attraper à l'intérieur. Mais le garçon remarque quelque chose d'étrange et son regard devient sérieux alors qu'il leur demande d'y aller doucement. Il se demande alors pourquoi les branches des arbres sont si étranges à cet endroit. L'un des garçons l'appelle à la hâte en lui disant d'aller rapidement au marché. Le petit plaisante en disant que s'il est en retard, toutes les collations seront à lui seul. Le protagoniste répond alors qu'il y va déjà et court pour rattraper le reste du groupe. Alors qu'il marche, il pense que ce qu'il a vu devait juste être le vent et ignore l'étrangeté. Il réfléchit également qu'il ne savait pas quel genre d'événement l'avenir leur réservait. Une fois à l'intérieur du marché, le garçon donne un sifflet à chacun des enfants. L'un des garçons demande ce que c'est et l'autre lui dit de se taire et de le prendre. Notre héros organise ensuite les groupes avec Jinsik et Yoon-jae en duo et la femme avec la petite Seo formant la deuxième paire pour explorer le magasin. Il ordonne à tout le monde de rester en binôme et de ne pas aller à d'autres étages du marché. Il leur rappelle également d'utiliser le sifflet au cas où quelque chose d'inattendu se produirait. Avec les règles définies, il dit à tout le monde de se retrouver là dans 1 heure. La femme et la fille vont au rayon vêtements pour chercher quelque chose à porter. La fille ne sait pas si elle doit prendre des vêtements plus grands car les enfants grandissent vite, mais elle décide qu'il vaut mieux prendre des vêtements qui leur vont parfaitement maintenant. Soudain, la petite Siwa l'appelle d'une voix excitée pour lui montrer quelque chose. La fille apparaît alors vêtue de vêtements similaires à ceux de la femme et dit qu'elle l'a imité. La femme complimente la petite fille en disant qu'elle est beaucoup plus jolie et qu'elle pourrait être mannequin. La petite fille est super contente du compliment et demande si elle le pense vraiment. La femme demande si la petite fille veut d'autres recommandations de vêtements et elle répond oui, très excitée. Pendant ce temps, au rayon des livres, Yoon-jae est pressé par son ami de choisir quelque chose tout de suite. Jinsik se souvient qu'ils sont venus pour son anniversaire et désigne les collations qu'il veut en cadeau. Avec son sac à dos plein de friandises, le petit Yoon-jae dit à son ami d'arrêter de se plaindre autant. Yoon-jae demande ensuite combien de collations l'autre a l'intention de prendre et il se défend en disant qu'il n'en a même pas pris beaucoup. Le poids du sac à dos est tel que les pieds du garçon touchent à peine le sol et son ami doute qu'il puisse le supporter. Jinsik dit de ne pas s'inquiéter car il remplira aussi le sac à dos de son ami et le jeune Jae panique. Voyant le désespoir de son ami, le petit garçon se plaint qu'il est trop bruyant. Soudain, le poids du sac à dos le déséquilibre et il commence à tomber lentement en arrière. Sur ce, le garçon tombe sur le sol et toutes les collations se dispersent dans le magasin Azul. Yoon-jae est laissé allongé au milieu du gâchis et Jong-suk se lamente sur ses collations perdues. Furieux de la situation, Jong-suk menace son ami tandis qu'une boîte de pommes de terre roule. Le garçon se couche alors sur ses bonbons mais court bientôt après la boîte de pommes de terre qui a roulé vers le bas. Avec un mouvement rapide, il parvient enfin à attraper la boîte avant qu'elle ne s'en aille. Il sourit et dit qu'il ne peut laisser aucun d'eux s'échapper et nous voyons qu'il s'est arrêté au rayon des jeux. Soudain, son expression change et il devient confus en remarquant quelque chose d'étrange devant lui.
Caché derrière une pile de collations, une main mystérieuse apparaît soudainement. Assis au milieu du gâchis, Young-ju crie le nom de son ami et une boîte de pommes de terre vole vers lui. Nous voyons ensuite Young-jae seul dans le couloir entouré de collations. Sans rien comprendre, le garçon regarde autour de lui et se demande où son ami est parti si soudainement. De l'autre côté du marché, Dawa marche seul dans un couloir rempli de tuyaux. Il monte ensuite une passerelle métallique sentant toujours que quelque chose ne va pas là-bas. Le garçon commente qu'il n'y a aucune trace de personne et se demande si les arbres brisés ont été causés par le vent. Il trouve étrange que le marché ait encore autant de produits et en déduit que des gens sont venus ici. Sur ce, il se demande si tout le monde est parti sans rien prendre ou s'ils n'ont pas pu partir. Quand il ouvre une porte, il trouve plusieurs corps et réalise que l'endroit n'était pas sûr. Ses yeux s'écarquillent devant la scène horrible et il se met en alerte maximale. Le jeune homme pense alors qu'il y a maintenant plus de morts que de vivants dans le monde. Au fil du temps, lui et les autres se sont habitués à la présence constante de la mort. Il se souvient d'un vieux reportage qui estimait le nombre de morts à 5,7 milliards. Le monde entier a largué d'innombrables bombes sur Friday, mais cela n'a fait qu'aggraver la situation. Les habitants de Séoul ont fui la guerre en terrifiant et se sont dispersés à travers le pays. Mais ironiquement, Séoul était la ville la moins touchée par la destruction du méchant. Soudain, le protagoniste regarde sa montre et voit qu'une heure s'est écoulée. De retour au point de rencontre, la femme et la petite Siwa attendent les autres. La fille l'appelle alors avec enthousiasme tandis que la femme lui fait signe de loin. Le garçon demande si Siwa a trouvé beaucoup de choses qu'elle aimait et elle répond que c'est un secret. Il s'enquiert ensuite des autres garçons et la femme dit qu'elle ne les a pas vus et qu'elle est inquiète. La fille dit alors que ce sont des idiots et qu'ils doivent se battre pour des collations. Soudain, Young-jae apparaît avec un visage meurtri et la fille a peur. Do demande à Young-jae où est Jeon-sik, mais le garçon répond confus. Il dit qu'il pensait que son ami était parti devant, mais il est surpris d'apprendre qu'il n'est pas arrivé. Le protagoniste agit alors rapidement et sort son arme de l'intérieur du sac qu'il portait. Il l'attend à la femme et lui dit d'emmener les autres dans la salle des machines sûres. Alors qu'il s'éloigne, il dit qu'il va vérifier l'endroit mentionné par Young-jae et la fille s'inquiète. Avec un sourire confiant, il plaisante en disant que c'est ce que font les maris. La femme est gênée par la blague mais il dit rapidement qu'il plaisante encore une fois. Avant de partir, il avertit que la première personne à trouver Jeon-sik doit souffler dans le sifflet pour l'avertir. Le groupe resté derrière commence à appeler le nom du petit garçon disparu. Young-jae crie avec colère que Jeon-sik est mort s'il se présente maintenant. Dans un autre couloir, le protagoniste a également entendu le nom du petit garçon perdu. Il marche dans les allées pleines d'étagères à la recherche de tout signe. Le garçon crie à Jeon-sik de répondre s'il entend sa voix mais n'obtient aucune réponse. Soudain, il trouve une boîte de pommes de terre par terre près d'une porte. Quand il ramasse la boîte, il la reconnaît comme la collation préférée de Jeon-sik et entend un bruit. Il entend quelqu'un parler d'un mouvement spécial et son regard devient attentif et sérieux. Dans la salle de jeu, il trouve Jeon-sik en train de jouer à des jeux vidéo et l'appelle par son nom. Le garçon se retourne et sourit en disant qu'il va terminer le jeu et Dawa soupire de soulagement. Le garçon s'approche et demande ce que le petit fait là et il l'invite à jouer. Dawa le gronde alors et dit que tout le monde était inquiet de sa disparition. Le petit garçon commence à pleurer et dit qu'un vieil homme l'a appelé pour jouer en premier. En entendant cela, les yeux de Dawa deviennent rouges de colère et il se met en mode alerte. Le garçon demande si c'était vraiment un vieil homme et le garçon confirme avec enthousiasme. Jeon-sik poursuit en disant que l'homme était terrible au jeu et qu'il lui a donné une pichenette sur le front. Avec des yeux brillants, le protagoniste regarde en arrière avec une expression sérieuse et sombre. Il prend alors son arme et se prépare au combat à venir. Le garçon ne comprend rien et demande pourquoi son ami agit ainsi. Avec l'arme à la main, le garçon se positionne pour attaquer et son reflet sur le sol montre sa fureur. À ce stade, le prétendu vieil homme se plaint d'avoir encore perdu et le protagoniste le regarde. L'homme mystérieux se retourne alors et Dawa est choqué de reconnaître qui c'était. L'écran de jeu affiche le message de fin de partie et que Friday a perdu le match. Le méchant se plaint qu'il a déjà perdu 9 fois et que la pichenette du garçon fait plus mal qu'il ne le pensait. Avec une expression de pure fureur, il se fâche et dit que c'est très irritant. On voit ensuite un homme s'approcher de la maison de notre héros avec une expression grave. Il dit à la femme qu'elle doit quitter la maison tout de suite parce qu'il n'y a plus de temps. La fille ne comprend rien et demande pourquoi Dawa veut qu'elle quitte la maison. Soudain, l'homme demande si elle a vu quelque chose d'étrange au marché avec un air très inquiet. La scène revient au marché et Jeon-sik répète que le vieil homme était très mauvais au jeu. Le petit garçon est confus par la réaction de son ami et demande ce qui ne va pas. L'écran du jeu vidéo devient noir et le protagoniste fixe le méchant avec un regard de pure surprise. Le protagoniste reconnaît le méchant et est choqué de le voir là devant lui. Friday se plaint de la 9e défaite consécutive et dit que le coup du garçon fait très mal. Voyant la situation, le garçon sait qu'il n'a pas le temps de réfléchir et qu'il doit agir vite. Il comprend qu'il doit tenir le plus longtemps possible pour que sa famille puisse s'échapper. Les yeux rouges de fureur, il se prépare à se battre de toutes ses forces. Le méchant remarque alors le regard effrayant du jeune homme et demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit que ce n'est pas parce qu'il a perdu la partie que ça ne lui fera pas mal.
L'antagoniste révèle qu'il a promis de jouer à cache-cache avec les enfants. Avec un sourire diabolique, il avertit le garçon de s'enfuir car il ne perdra pas la prochaine fois. De retour à la maison, l'homme mystérieux dit qu'il protégera sa famille à tout prix. La femme ne comprend rien et demande ce qui se passe et pourquoi il est comme ça. L'œil de l'homme brille en rouge alors qu'il se prépare à quelque chose de terrible. Il avance ensuite pour attaquer la femme avec une expression de rage pure. La femme l'évite de justesse et se demande ce qui s'est passé pour qu'il agisse ainsi. Dans le jardin, il trouve une pile de cadeaux de Noël et sont confus. La femme se demande qui a laissé ça là et l'homme la presse de ranger. Il lui dit de n'emporter que l'essentiel car ils doivent partir immédiatement. Pendant ce temps, les enfants emballent à la hâte leur sac à dos pour l'évasion. Soudain, on voit la main d'une personne avec un tampon de première place dessus. La personne se demande si être numéro 1 est une raison d'être heureux et de célébrer avec les autres. Le garçon se demande ce que signifie le bonheur en regardant le tampon sur sa main. Il se souvient avoir vu une mère réconforter son fils qui pleurait parce qu'il n'était pas arrivé premier. À ce moment-là, il n'a pas compris ce sentiment parce qu'il n'a jamais eu de famille pour le soutenir. La scène change et on voit le groupe traverser un pont enneigé. Les petits parlent du Père Noël et disent qu'il ne donne pas de cadeaux à ceux qui pleurent. L'un d'eux se vante de ne jamais pleurer et c'est pourquoi il reçoit toujours des cadeaux. L'autre rétorque qu'il est un mauvais garçon et que c'est pourquoi le Père Noël ne l'aime pas. Jun-sik révèle alors que le Père Noël n'existe pas et que c'est toujours Dawa qui offrait les cadeaux. La femme demande combien de temps ils doivent encore marcher au milieu de ce blizzard. Le garçon la calme en disant qu'il commence à faire sombre mais qu'ils atteindront bientôt leur destination. Il explique qu'après avoir traversé la rivière, ils n'ont plus à s'inquiéter de rien. L'un des garçons l'appelle alors et lui demande ce qu'il veut savoir à ce moment-là. Le garçon pointe plusieurs bonhommes de neige et demande pourquoi il y en a autant là. Le protagoniste reste silencieux pendant un moment et le petit dit qu'ils sont laids. Doa dit alors de ne pas s'en soucier et que ce ne sont que des bonhommes de neige normaux. La scène se concentre ensuite sur une forte tempête de neige qui rend difficile la visibilité pour tout le monde. La petite Sioa se plaint de fatigue et la femme l'encourage à continuer à marcher. Elle dit à la fille d'être forte et qu'elles n'en auront plus pour longtemps et la petite fille acquiesce. La femme demande alors à Dalwa quand ils arriveront car tout le monde est à cran. Il la rassure en lui disant de tenir encore un peu car ils sont presque arrivés. Le protagoniste révèle qu'il ne sait pas vraiment quand ils atteindront leur destination. Il explique qu'un phénomène de forte chute de neige a commencé et que la visibilité est très faible. Le climat a radicalement changé et maintenant il neige en Corée comme c'était en Sibérie. Soudain, la petite Sioa s'évanouit de froid et d'épuisement au milieu du blizzard. Elle tombe dans la neige douce sans la force de continuer la longue et épuisante marche. Tout le monde désespère en voyant la fillette tomber et la femme crie son nom avec terreur. Elle essaie de réveiller la petite fille en lui disant de rentrer à la maison et de dormir, mais ça ne sert à rien. Le groupe ne sait pas quoi faire et Dawa se sent impuissant sans savoir comment aider. Au milieu du désespoir, un homme mystérieux s'approche avec une lampe de poche à la main. Il les observe ensuite un instant avant de prendre une décision importante. Avec un regard grave, il dit à tout le monde de le suivre s'ils ne veulent pas mourir là. L'homme les emmène dans un appartement d'un immeuble abandonné pour s'abriter. Les enfants sont impressionnés par la taille de l'endroit et commentent la chaleur. La femme a alors demandé aux enfants de remercier l'homme de les avoir aidés. L'homme leur dit que la salle de bain est là mais qu'il n'y a pas beaucoup d'eau chaude. Dawa met la petite Seyor au lit et la femme demande aux enfants de ne pas entrer. Le garçon remercie alors l'homme de les avoir tous sauvés du blizzard. L'homme demande comment ils sont sains d'esprit avec autant de neige qui tombe dehors. Il s'incline ensuite en remerciement et l'homme l'avertit de ne pas le regretter plus tard. Le protagoniste se demande si cet homme est une bonne personne, mais en conclut qu'il les a sauvés. Malgré cela, il trouve dangereux de se reposer là et l'homme acquiesce avec un sourire. La femme demande alors si elle peut utiliser l'une des chambres et Dawa dit qu'elle le ferait de toute façon. La fille demande s'ils doivent vraiment partir et le protagoniste confirme avec un regard sérieux. Elle dit alors à Dawa de prendre un bain en premier parce qu'il a travaillé très dur ce jour-là. Avec un regard triste, elle s'excuse de l'avoir fait attendre plus longtemps dans le blizzard. Le garçon s'excuse et admet qu'à cause de lui, tout le monde a failli mourir en chemin. Elle est d'accord mais le réconforte en disant qu'elle comprend qu'il a toujours pensé à eux en premier. Avec un geste affectueux, elle touche son visage et lui rappelle qu'ils sont une famille. Sur ce, elle lui écarte les cheveux et dit qu'il est bien mieux avec le front dégagé. Dawa lui rend ensuite le compliment en disant qu'elle est aussi plus belle avec les cheveux lâchés. Il montre ensuite son nouveau look avec ses cheveux coiffés et sa frange relevée. La scène coupe sur l'homme mystérieux regardant une photo de sa famille. Il fume une cigarette en regardant la photo avec un regard triste et mélancolique. Seul dans une pièce, il se demande où est sa famille, soupirant de tristesse. Après s'être baigné, Dalua dit à la femme qu'il a fini et qu'elle peut y aller maintenant. La fille appelle ensuite la petite Sioa pour aller prendre un bain avec elle et la fille accepte. Seul dans la pièce, le protagoniste ouvre son sac à dos et en sort une carte. Il regarde attentivement le plan de la ville en traçant un itinéraire dans sa tête. Il note qu'ils ont traversé la rivière mais qu'il n'y a toujours aucune information sur l'emplacement. Sur ce, le garçon planifie son prochain itinéraire pour assurer la sécurité de tous. Mais il sait que sa priorité est de rester le plus loin possible de Friday. Le petit Jinsik lui offre alors des pommes de terre avec un sourire innocent.
Dawa s'approche et demande si le garçon a parlé à l'homme au marché. Il répond que non et qu'ils ont juste joué ensemble, mais le protagoniste se méfie. Soudain, il entend la voix du méchant et son regard se remplit de peur et de surprise. Dehors, Friday apparaît et dit qu'il l'a trouvé, laissant le garçon paniquer. Jinsik pointe le méchant du doigt et dit que c'est le méchant vieil homme du jeu et Dawa désespère. Friday se vante ensuite qu'il voulait jouer à cache-cache et se prépare à attaquer. Le visage plein de blessures, le protagoniste crie à Jinsik de courir le plus vite possible. Dawa est alors frappé de plein fouet par une puissante attaque du surhumain. L'explosion détruit une partie du bâtiment et projette le garçon en l'air sous l'impact. Il tombe au sol gravement blessé alors que la neige continue de tomber autour de lui. Le visage couvert de sang, il lève les yeux vers le ciel et voit le méchant s'approcher. Il crie ensuite à Jinsik de tenir la main de la femme et de ne pas la lâcher en aucune circonstance. La femme essaie de sauver le garçon mais Friday l'arrête d'un seul coup. Dans ces derniers instants, le garçon se souvient de sa famille et des moments heureux. Il se souvient avoir rencontré les enfants et à quel point ils sont devenus proches. Se souvenir aussi d'avoir joué dans la neige et de la façon dont ils ont construit le bonhomme de neige ensemble. Tous les moments heureux que vous avez passés ensemble défilent dans votre esprit comme un film. Le méchant détruit alors tout l'endroit avec une explosion d'énergie et tout se termine. Même s'il a été blessé, le garçon pense qu'il doit protéger sa famille à tout prix. Pour lui, sa famille compte plus que tout au monde. Au milieu de la destruction, la femme et les enfants pleurent et crient son nom. Les petits crient en lui demandant de les sauver parce qu'ils ne veulent pas mourir là. Le garçon se souvient de la promesse qu'ils étaient une famille et est rempli de fureur. Avec un cri de désespoir, il refuse d'accepter le sort cruel qui les attend. Il se lève alors blessé et haletant au milieu du rebelle du bâtiment. Les larmes aux yeux, il promet qu'il les sauvera bientôt et qu'il n'abandonnera pas. Soudain, il se rend compte qu'il a survécu à l'explosion et voit l'homme mystérieux. L'homme dit que la neige a amorti leur chute et que, heureusement, ils ne sont pas morts. Il pointe ensuite une montagne enneigée et dit qu'il ne sait rien de sa famille. Les mains tremblantes et couvertes de sang, le protagoniste désespère encore plus. Il court à travers les rebelles en criant le nom de tout le monde dans l'espoir d'une réponse. Il continue de crier désespérément en demandant à quelqu'un de répondre s'il vous plaît. L'homme mystérieux le regarde avec un regard triste et essaie de le calmer. Il dit au garçon d'arrêter parce qu'ils ont déjà cherché partout où c'était possible. Dawa refuse d'y croire et dit que sa famille est vivante quelque part. L'homme est alors surpris par la conviction du jeune homme et le regarde. L'homme demande avec colère s'il a l'intention de mourir si sa famille est morte. Le garçon répond oui parce qu'un monde sans sa famille n'a aucune valeur pour lui. Les larmes aux yeux, il dit que c'était la première vraie famille qu'il ait eue. Soudain, un homme apparaît et dit qu'ils sont vivants, surprenant tout le monde. L'homme dit qu'il a vu ce qui s'est passé après l'apparition de Friday et qu'il connaît leur localisation. Dawa se lève et demande s'il est vrai que sa famille est saine et sauve. Avec un sourire de soulagement, il demande si les 4 sont vraiment vivants et l'homme confirme. Mais l'homme dit qu'il ne le dira pas si facilement et qu'il a faim. Il commande ensuite 20 portions de nourriture et de préférence avec du thon épicé. Le vieil homme l'accuse de mentir pour obtenir de la nourriture, mais l'homme le nie avec véhémence. L'homme est irrité par l'accusation et son visage devient rouge de colère. Il maudit alors le vieil homme de le faire passer pour une mauvaise personne et le regarde avec haine. L'homme se défend en disant qu'il a fait de son mieux pour aider et les deux commencent à se disputer. Dawa s'agenouille alors et implore de l'aide avec ses mains ensanglantées. Avec un sourire désespéré, il demande ce que l'homme veut d'autre que du thon. L'homme sourit avec satisfaction et fait une liste des aliments qu'il souhaite en échange des informations. Nous voyons ensuite le protagoniste se préparer à sortir à la recherche de nourriture. Le vieil homme demande s'il va vraiment croire cet étrange type et le conseille. Il l'avertit que l'homme utilise sa famille comme otage et qu'il doit découvrir la vérité. Dawa se demande pourquoi le vieil homme l'aide alors qu'ils ne sont pas proches. Le vieil homme révèle alors qu'il sait ce que c'est que de perdre une famille avec un regard triste. De cela, nous comprenons qu'il a également subi une terrible perte dans le passé. Il dit que le monde utilise maintenant même le plus petit espoir pour survivre et aller de l'avant. Le vieil homme lui conseille de ne pas mourir facilement après avoir survécu si longtemps. Avec un regard déterminé, il dit au garçon de vivre jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Le protagoniste les remercie ensuite pour le raid de la veille et se prépare à partir. Il s'incline en remerciement et promet que s'il en a l'occasion, il vous rendra votre gentillesse. Sur ce, il part seul à travers le rebelle à la recherche de nourriture pour l'homme mystérieux. La scène revient ensuite au présent avec un lampadaire recouvert de végétation. La femme appelle Dawa et il demande ce qui s'est passé qui l'a rendue si inquiète. Elle explique que les enfants ne sont pas encore rentrés à la maison et que c'est de sa faute. Le gars la calme en disant que rien ne s'est encore passé et qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Il lui dit ensuite de rester à la maison au cas où il reviendrait pendant qu'il part à leur recherche. Le protagoniste part à la recherche des enfants en se demandant où ils ont bien pu aller. Il trouve cela étrange car ils auraient déjà dû revenir et s'approche de la porte. En ouvrant la porte, il est accueilli par une explosion de confettis colorés. La femme et les enfants lui crient joyeux anniversaire en célébrant avec un gâteau. Il comprend alors que la disparition des enfants était due à la fête surprise. L'un des garçons explique que comme ils ne connaissaient pas son anniversaire, ils ont décidé que ce serait aujourd'hui.
La femme s'excuse pour la surprise et dit que les enfants voulaient faire le gâteau eux-mêmes. La petite Siwa le presse en disant que les bougies sur le gâteau fondent rapidement. Dalwi est sans voix face à la surprise et tout le monde le regarde avec des sourires heureux. Il se souvient du sentiment d'amour et de bonheur qu'il a ressenti en ce jour spécial. Nous voyons ensuite une scène de combat entre deux personnages étranges et quelqu'un leur demandant d'arrêter. Le garçon sourit les yeux fermés en se souvenant de la joie qu'il ressentait avec sa famille. La scène revient aux rebelles et nous voyons Dawa donner la nourriture à l'homme. L'homme est impressionné par la quantité de collations et de bonbons que le garçon a apporté. Il dit que c'est un repas complet et vous remercie pour le délicieux festin. Dalway explique qu'il a tout apporté parce qu'il ne savait pas ce qu'il aimait et l'homme le complimente. Le protagoniste va ensuite droit au but et demande où est sa famille maintenant. L'homme crée du suspense et dit qu'il doit écouter très attentivement ce qu'il va dire. Il dit alors que Friday s'est présenté et a bombardé l'appartement où il séjournait. Avec un sourire diabolique, il dit qu'après cela, le méchant a simplement disparu. Le garçon est choqué et s'envoie face à la terrifiante révélation de l'homme. Il ne croit pas ce qu'il a entendu et pense qu'il a mal compris ce que l'homme a dit. L'homme plaisante alors en disant qu'il a peut-être oublié parce qu'il avait faim et demande plus de thon. Doa le regarde avec des yeux haineux et se rend compte qu'il a été trompé. Avec colère, il demande comment l'homme ose utiliser sa famille pour obtenir de la nourriture. L'homme se fâche alors et lui dit de ne pas penser qu'il est le seul à avoir une famille. Soudain, plusieurs hommes musclés aux yeux rouges apparaissent derrière lui. Le protagoniste se tourne et affronte les hommes qui le menacent avec des regards mauvais. L'un d'eux dit qu'il veut aussi retrouver sa famille et parle de la femme qu'il fréquente. L'homme fait un commentaire dégoûtant sur la femme et Dawa le regarde avec une haine pure. En un clin d'œil, le protagoniste avance et l'attaque avec un coup de poing puissant. Le coup frappe l'homme de plein fouet l'envoyant voler en arrière avec l'impact dévastateur. Les yeux rouges de fureur, Dawa continue d'attaquer sans aucune pitié. Il déchaîne une série de coups de poing brutaux sur l'homme qui n'a aucune chance de riposter. La violence des coups est si grande que le sol commence à se fissurer sous la force de l'impact. Les autres hommes sont choqués par la scène et n'en croient pas leurs yeux. Le chef de groupe crie avec colère au protagoniste pour l'avoir attaqué par surprise. Il se plaint que parler et frapper en même temps, c'est tricher et qu'il aurait pu mourir. L'homme dit alors qu'il le sait avec une expression calme et effrayante avec son visage couvert de sang. Le garçon révèle qu'il l'a fait exprès pour le tuer. Il se souvient alors que l'homme a dit qu'il avait tué des gens et que ce n'était pas sa première fois. Tout commence dans une ville enneigée où le temps semble très froid et désolé. L'un des brutes se met à rire et à se moquer du protagoniste en demandant s'il va vraiment blesser quelqu'un. Il continue la provocation en se demandant si le héros ment et s'il sait à qui il parle. Puis l'homme se vante que tout le monde ici est un ancien athlète qui ne vit que pour manger et s'entraîner. Dans ce cas, il explique que le groupe a été entraîné à être battu depuis qu'ils n'étaient que de petits enfants. La brute crie avec colère qu'ils sont à un niveau complètement différent de notre héros. Même entouré et blessé, le protagoniste reste debout face à tout le monde avec une expression calme. Sans avertissement, l'un des hommes de main saisit les cheveux de notre personnage avec force en essayant de l'intimider. Bientôt, un homme blond apparaît le tenant et se présente comme le deuxième meilleur boxeur welterweight. Le protagoniste répond sarcastiquement que les pieds du combattant sont vraiment incroyables. Puis avec un visage ensanglanté et des yeux rouges, il demande où est sa famille. Le boxeur se fâche de la question et donne un coup de poing droit au visage du garçon. Puis le combattant se met en colère et crie en demandant si le garçon n'a pas compris ce qu'il a dit. Il revient à crier à propos de sa position dans les classements de boxe alors qu'il continue de battre le héros. Pour finir, l'homme met au défi le protagoniste d'essayer de lui donner un seul coup de poing s'il est confiant. Sans hésitation, le combattant marche fort sur la tête de notre héros pour en finir une fois pour toutes. Mais le blond se rend compte que le garçon n'a pas lâché sa jambe et demande pourquoi il ne répond pas. Tombant au sol, le protagoniste dit simplement que le tyran ne sait rien de sa famille. Avec une force incroyable, le héros serre le plomb de l'homme le cassant dans le processus. Le boxeur tombe en hurlant de douleur tandis que notre personnage se lève lentement. L'un des autres hommes de main se fâche et dit au combattant d'appeler un médecin pour être pathétique. Avec colère, il ordonne à tous ses compagnons d'attaquer le protagoniste à la fois. Devant le groupe, le héros plante juste ses pieds sur le sol se préparant au combat à venir. En un clin d'œil, il avance à une vitesse absurde vers les ennemis. Le premier adversaire a à peine le temps de réagir avant de recevoir un coup de poing droit au visage. Notre personnage commence alors à combattre tout le monde en même temps sans montrer de peur. Il se déplace avec agilité, esquivant les coups et frappant chacun des hommes de main. L'une des brutes se fige quand il voit l'ombre du héros venir vers lui. Sans aucune chance de se défendre, l'homme est touché par un coup de pied puissant droit dans l'estomac. Immédiatement après, le protagoniste saute et donne un violent coup de coude à un autre adversaire. Même couvert de sang, le héros fait face à l'adversaire suivant avec un regard froid et effrayant. Avec un crochet puissant, le protagoniste frappe le menton de l'adversaire le jetant en arrière. Il ne s'arrête pas et continue la séquence de coups pendant que la brute hurle de douleur à chaque coup de poing. La force des attaques est si brutale que l'homme n'a aucune chance de se défendre ou de riposter. Tombe dans le sol, l'homme de main ne peut que marmonner avec son visage tout meurtri et sans la force de se relever. Ensuite, notre personnage se tient avec une aura menaçante après avoir vaincu tous les ennemis là-bas.
À ce moment-là, un autre combattant apparaît courant à grande vitesse vers le protagoniste. Le nouvel adversaire saute dans les airs en préparant un coup de pied volant pour surprendre le héros, mais le garçon contre-attaque avec un coup de pied puissant en plein milieu du cou de son adversaire. Soudain, une ombre géante apparaît devant notre personnage qui est au sol. Nous voyons que c'est un homme énorme et musclé avec plusieurs cicatrices sur son visage le regardant sérieusement. Le grand se fâche et dit que le protagoniste a franchi la ligne et qu'il ne sera pas tendre avec lui. Il ajoute également que s'ils étaient sur un ring, le combat se serait terminé il y a longtemps. Sur ce, l'homme musclé s'avance rapidement et commence à appliquer une technique d'immobilisation. Le chef piège le cou du héros avec ses jambes pour en finir une fois pour toutes. Le chef hurle à plein poumon en pressant pour achever notre héros. Mais même piégé, le protagoniste lui dit d'arrêter de parler et d'en finir. Soudain, avec une force absurde, le garçon parvient à se libérer et jette le gros sur le côté. À ce moment, on entend un bruit horrible et on voit que les os du bras de l'adversaire se sont brisés. L'impact fut si fort que le chef ressentit une douleur qu'il n'avait jamais ressentie de sa vie. L'homme musclé tombe au sol en hurlant de désespoir et de douleur, incapable de bouger correctement. Il regarde son bras cassé avec panique et commence à crier à plusieurs reprises. Puis pour en finir, le protagoniste assène un puissant coup de pied dans le cou de l'ennemi. Après le combat, notre héros marche sur les corps des hommes de main avec une aura effrayante. Les brutes restantes se demandent s'il est humain et l'un d'eux dit aux autres de ne pas reculer. Puis il désigne un tas de battes de baseball avec des clous pour le combat. Un des hommes de main dit que même un chien enragé ne tiendrait pas avec un bâton et tout le monde crie à l'attaque. Bâton en main, les hommes se préparent à l'attaque finale contre le protagoniste. Mais tout le monde ressentait la même chose en regardant notre héros immobile. C'était un sentiment instinctif de défaite parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas gagner du tout. Voyant la force du héros, un des hommes de main jette le bâton et dit qu'il ne veut plus se battre. Bientôt, les autres sont d'accord et abandonnent aussi le combat sans le courage d'affronter le protagoniste. Mais le gros qui a commencé le combat est choqué de voir tous ces hommes se retirer. Il n'arrive pas à croire que tout le groupe a perdu. Même après avoir attaqué ensemble avec tout, dans un désespoir complet, l'homme crie que toute la situation n'a aucun sens. Notre héros s'approche alors et demande froidement ce que la brute pense. La tête baissée et tremblant de peur, le gros garçon ne peut que s'excuser pour ce qu'il a fait, mais le protagoniste n'accepte pas la demande et assène un puissant coup de poing dans son estomac. L'homme est laissé à bout de souffle par le cou et son visage se tord alors qu'il ressent une immense douleur. Puis le héros le regarde et lui dit de ne pas finir ses phrases avec le mot désolé. À genoux, l'homme s'excuse encore et dit qu'il n'a rien fait pour mériter ça. Puis le garçon l'attrape et lui demande s'il est sûr de n'avoir rien fait de mal. Le gros garçon est effrayé par la force du héros et panique en pensant qu'il va mourir. Effrayé, il dit qu'il va tout dire et le protagoniste demande où est sa famille. Avec un sourire effrayant sur son visage, notre personnage demande s'il dit la vérité. Avec un regard furieux, le protagoniste demande si l'homme a vraiment pensé qu'il allait se laisser prendre à ça. Le gros type panique totalement et se met à hurler de désespoir face à la situation effrayante. Par peur, il dit au héros d'aller leur demander et finit par crier le nom de Friday. Notre personnage se met à rire et demande moqueusement s'il devrait rencontrer cette personne seule. Soudain, un homme aux cheveux roux apparaît et dit que oui, il peut rencontrer ce Friday. La scène revient ensuite à la ville enneigée montrant que le temps a passé. On voit quelqu'un tenant un pamphlet de l'église du héros qui promet de transformer les gens ordinaires. Le gros type explique que c'est une nouvelle religion qui vénère Friday comme s'il était un dieu. Le garçon trouve très étrange que les chefs se fassent appeler des héros et pense que c'est faux. Il est expliqué que l'église du héros est un groupe religieux spécial reconnu par Friday lui-même. L'homme continue son explication sur le fonctionnement de ce groupe mystérieux. Sans patience, le garçon attrape le gros garçon et lui dit d'aller directement à la conclusion de l'histoire. Le gros garçon hurle de douleur alors que le protagoniste le serre plus fort pour obtenir la réponse. À la fin, le garçon réalise qu'il doit demander à Friday lui-même et marche sur le gros type. Il en conclut alors que c'est le seul moyen sûr d'obtenir l'information dont il a besoin. Puis le gros type explique que l'église du héros est la seule qui peut parler à Friday. C'est pourquoi elle est la seule parmi les humains qui peut communiquer directement avec cette entité. L'homme avertit alors qu'à cause de cela, l'église du héros est un endroit très différent de la normale. Sur ce, le protagoniste ordonne à l'homme de le guider là-bas, mais le gros type refuse tout de suite. À ce moment, il se demande pourquoi il irait dans un endroit aussi fou et on voit une église très sinistre. À l'intérieur de l'endroit, on voit un homme aux cheveux argentés devant deux statues géantes. Avec un regard sérieux, il s'interroge sur cet endroit qui ressemble à l'enfer pour beaucoup. Soudain, une petite fille apparaît toute joyeuse et montre un dessin qu'elle a fait de lui. Elle répète qu'elle l'a dessiné avec un sourire tandis que des hommes derrière elle avaient l'air désespérés. Les hommes grondent la fille pour être entrée sans frapper et s'excusent auprès du chef, mais le héros lui caresse la tête et dit avec un sourire que ce n'est pas grave. Il dit alors que les erreurs des enfants sont la responsabilité des adultes et est présenté comme Jumshu. Revenant à l'explication, le gros type dit que les chefs de l'église sont appelés des héros. En cela, il ajoute que parce que ce sont des fanatiques qui trouvent Friday, il n'y a pas d'autre moyen. Enfin, l'homme dit qu'il va donner à notre personnage un conseil important.
Le conseil de l'homme est que le protagoniste n'aille en aucun cas à la succursale de Jeancel. Bientôt, on voit des corps au sol alors que le chef dit que tout le monde là-bas réalisera ce qu'il veut. Le gros type termine en disant qu'ils sont plus fous que Friday lui-même et veulent lui donner son amour.